Donc, bonjour tout le monde. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce séminaire. Aujourd'hui, nous vous présenterons un sujet sur les bières acides, les Kettle Sour et la Soft Sour LP 652. Juste avant de commencer, un petit mot d'introduction. Donc, je m'appelle Mickaël Jander et je suis directeur général chez Brewpark. Ces séries de webinaires donc, sont des séminaires gratuits en ligne sur divers sujets techniques à propos des levures fermentis. Et en ce moment, nous sommes tous limités dans nos déplacements en raison des mesures gouvernementales. Et c'est pourquoi nous voulons vous proposer ce genre de support. Avant de laisser la parole à Alexia, je tiens juste à rappeler que vos micros sont coupés et que vous pouvez nous transmettre vos questions à tout moment via l'application et que nous y reviendrons en fin de séance. Au total, nous avons 45 minutes de présentation et nous clôturerons cette séance aux alentours de 18 h. Alors, un petit mot sur Brewpark pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Brewpark, c'est une joint venture entre les sociétés Hofsteiner et Pelliconi. Donc, nous, notre core business, c'est le houblon et les capsules couronnes. Mais nous avons évolué au fil du temps et à la demande des brasseurs vers un concept de one-stop shop afin de proposer une gamme complète d'ingrédients et de consommables aux brasseries artisanales de France et au Benelux. Nous venons de déménager dans un nouvel outil logistique de 1500 mètres carrés au cœur de la Champagne et afin de pouvoir vous fournir un mix et une gamme encore plus complète et surtout des délais encore plus rapides. Donc à ce titre, nous sommes le premier distributeur français des levures fermentis et je peux d'ores et déjà vous annoncer que la gamme va s'agrandir en 2021. Encore d'autres marques premium qui vont s'ajouter à cette gamme déjà assez complète. Donc, pour faire court, Brewpark, c'est des ingrédients de qualité, c'est une équipe à taille humaine et je peux d'ores et déjà vous annoncer que l'assortiment donc va s'agrandir et qu'on essaye d'apporter des conseils techniques personnalisés. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Alexia, mais je ne la vois plus. Elle se reconnecte. Donc, je vais lui laisser la parole pour ces 45 minutes de présentation. Donc, Alexia Didier, qui est Regional Sales Manager chez Fermentis. J'attends juste qu'elle se reconnecte. La voilà, de retour. Donc, voilà, Alexia, je venais de t'introduire. Tu peux commencer. Oui, merci, Mickaël. Je vais me présenter rapidement aussi. Donc, je m'appelle Alexia Didier. Je suis en fait technico-commerciale donc pour Fermentis, principalement pour les levures de brasserie, donc sur la France et la partie Belgique francophone en Wallonie. Donc, pour introduire rapidement Fermentis pour ceux qui ne connaissent pas, donc Fermentis, peut-être que ça vous parle, mais le SAF peut-être un peu moins. Donc, le SAF, c'est un groupe familial français, hein, qui est quand même à l'échelle internationale le premier producteur mondial de levure. Donc ça représente à peu près 10 000 salariés, 10 000 collaborateurs à travers le monde. Environ 63 sites, il me semble qu'on est passé à 65 sites de production répartis dans le monde. Donc pour ces levures, que ce soit fermentis ou pour les levures de panification, etc. Et comme donc vous voyez ici sur ce schéma, donc le groupe Le SAF, en fait, s'articule en 4 grands pôles d'activité. Donc, vous avez le pôle panification, qui est en fait le premier pôle d'activité du groupe, le plus important. On estime qu'aujourd'hui, un pain sur 3 dans le monde est élaboré avec une levure Le SAF. Et donc, hormis cette activité panification, vous avez aussi le pôle bien-être et santé. Donc là, les levures vont être au service de la santé aussi bien humaine. Donc pour LHC, par exemple, vous voyez, c'est une filiale du groupe pour Leaf Human Care. Donc là, on est sur la santé humaine, par exemple, tout ce qui est carbo-levure. Philéo sur la santé animale. Agroxine, c'est la protection des plantes. Vous avez le pôle ensuite biotechnologie industrielle. Donc là, c'est plutôt tout ce qui va être bioéthanol.
Et donc, le dernier pôle ici, goût et plaisir alimentaire ou Fermentis. Donc, nous sommes ici inscrits dans ce pôle ici, goût et plaisir alimentaire. Donc, Fermentis, on innove, on produit et on commercialise des levures et aussi dérivés de levure pour tout type de boissons fermentées, donc que ce soit de la bière, du vin, des spiritueux, du kombucha, du kéfir, du cidre, etc. Tout ce que vous voulez. Donc, je disais le SAFRE, un groupe donc familial français qui est installé, donc le siège historique est toujours présent, donc on est installé près de Lille. Fermentis, on est aussi installé à Lille. Par contre, donc à Lille, vous avez donc le siège. Au niveau du siège, vous avez une usine qui va produire les levures, donc les levures pour la partie panification, les levures de panification. Et les levures Fermentis, par contre, elles sont en quasi-totalité produites en Belgique. Vous passez la frontière, à 1 heure de route, vous arrivez à Gand et vous avez donc ici en vue aérienne l'usine qui s'appelle Algis Brugman, où sont produites nos levures, donc pour bière, vin. Les levures Fermentis. En image ici aussi, pour vous immerger un peu plus à l'intérieur de cette usine, vous avez ici par exemple une cuve de propagation des levures qui fait aux alentours de 3000 hectolitres. Il faut imaginer qu'on a 2 étages d'escalier pour arriver au sommet. Et vous avez ici en image un filtre rotatif qui va permettre en fait de retirer l'eau des levures pour avoir donc la consistance qu'on souhaite, qu'on ait si on veut de la levure fraîche ou alors de la levure sèche après derrière. Voilà. Et donc ici, comme on va parler de bière, je voulais vous remettre un petit peu sous les yeux la gamme brasserie. Donc on a des levures sèches actives, toujours Fermentis sous forme de levure sèche, on travaille avec du produit sec. Donc on a 3 souches dans la gamme pour les souches lager, on a plusieurs souches ici, on est à 8 ici il me semble, pour les souches de fermentation haute. Vous avez la F2 qui est mise ici un petit peu à côté, qui est spécialement dédiée à la refermentation. Et vous avez donc l'appellation Savroux pour les produits un petit peu typiques, les produits un petit peu de niche. Donc HA18DA16, c'était l'objet du précédent webinaire. On a parlé de bière hautement atténuée, puisque là, on est sur des mix enzymes et levures, donc avec une enzyme qui va permettre d'aller dégrader les dextrines. Et LA01 ici, vous avez LA pour l'eau, alcool. Vous avez une souche qui ne va fermenter que le glucose, de façon à avoir un produit très bas en alcool. Sans alcool, c'est compliqué, mais donc un produit faible en alcool. Vous pouvez espérer avoir 0,5% d'alcool. C'est déjà pas mal. Et au-delà, donc je disais, on travaille, excusez-moi, on travaille donc, on produit des levures sèches, mais on produit aussi d'autres types de micro-organismes. Donc ceux dont on va parler aujourd'hui, la Saf Sour LP652, qui est une bactérie Lactobacillus plantarum plus précisément. Et on travaille aussi avec des produits dérivés de levure. Donc un produit dérivé de levure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à partir d'une levure active, on va lui appliquer un certain traitement enzymatique et de température qui va nous permettre de conserver et d'extraire les composés d'intérêt. On va pouvoir garder en fait tout bêtement soit le contenu de la levure, donc par exemple des protéines. C'est le cas de Spring Blanche. Spring Blanche, en fait, on va juste garder les protéines de la levure pour en faire un produit fonctionnel qui va permettre de maintenir un trouble dans votre bière. En fait, vous avez un complexe qui se crée entre les polyphénols et les protéines. Et on va pouvoir aussi donc garder dans le contenu, au-delà des protéines, on peut garder aussi les nutriments de la levure. Donc ça nous permet d'avoir le Spring Ferm BR2, qui est en fait une source de nutriments pour aider à la fermentation dans le cas où elle serait fortement ralentie, voire même stoppée. Et on peut également garder, dans les produits dérivés de levure, hormis le contenu, on peut garder aussi les écorces qui ont un intérêt notamment pour le vin. On va commencer maintenant, donc je vais vous faire un petit point rapide sur l'univers des sour beers, des bières acides, donc à bien comprendre la notion d'acidité et puis tout ce qui est microflore derrière pour ces bières acides. Donc petit point d'histoire, le style sour, la grande famille des bières sour, c'est l'un des plus anciens styles en fait référencés dans les styles de bière qui daterait de plus de 1000 ans. Avec des origines donc en Allemagne et en Belgique. En Allemagne, on peut citer des styles comme les Berliner Weiss, les Gose. En Belgique, vous avez les fameux Lambic, les Gueuses, les Vieilles Brunes. Donc à l'origine, c'était beaucoup et majoritairement des fermentations spontanées, donc c'est-à-dire donc une fermentation qui va être réalisée avec les micro-organismes qui se trouvent dans votre air environnant. Et donc aussi beaucoup de vieillissement en fût, en barrique.
La notion d'acidité. Donc, l'acidité, comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, par exemple, quand vous allez manger un yaourt, eh ben, c'est acide. C'est là qu'il faut bien comprendre d'où vient votre acidité. Donc, dans un yaourt, par exemple, c'est l'acide lactique. Il va être produit par donc un lactobacille qui va fermenter le lactose qui est contenu dans le lait, donc en acide lactique. Par exemple, aussi de boire un verre de vin, ça aussi, vous allez avoir cette sensation d'acidité. Là, c'est par exemple une combinaison de plusieurs acides. Donc, qui vient des grappes de raisin, vous avez l'acide tartrique, malique, citrique. Et par exemple, donc, vous avez aussi acide lactique, succinique, butyrique, acétique. Donc ça, c'est plutôt dû aux micro-organismes qui vont les synthétiser pendant la fermentation. Et même nous, bien dans notre estomac, on va avoir l'acide gastrique et qui contient principalement de l'acide chlorhydrique. Donc là, vous savez qu'on a un estomac, donc c'est un milieu très acide, donc dû à cet acide-là, l'acide chlorhydrique. Vous voyez en dessous, vous avez encore l'exemple du cola, par exemple. Donc là, ça va être l'acide phosphorique responsable de l'acidité. Dans un citron, le fruit, vous avez l'acide citrique qui porte bien son nom, etc. Et donc après, maintenant, se dire, dans les sour beers, dans les bières acides, d'où vient l'acidité? Donc, ça sera principalement dû aux acides, donc lactiques et acétiques. Et on revient dessus après. Si on regarde sur les boissons, là, on pourrait par exemple se demander qu'est-ce qui peut être plus acide, un café ou alors un cola. Et vous avez ici cette échelle d'acidité. Donc ici, plutôt, on sera acide à gauche. Et ici, alors plutôt neutre ou même alcalin. Donc un cola, finalement, on va être un pH. Donc c'est la mesure du pH, l'échelle de pH, on sera à 2,5, 2,5. Vous voyez ici, on se place avec les bières, les ale, on est aux alentours de 4, 4,5 pour la bière finie, les fermentations hautes, les lagers un petit peu plus haut, et un café, en fait, on est bien au-dessus d'un cola, finalement. On va être plutôt sur un pH même neutre, si on atteint 6. Voilà. Et donc, bière acide, vous la voyez ici, à peu près au même niveau de pH qu'un vin blanc. On va être aux alentours de 3, 3,4, même jusqu'à 3,6. Et vous avez ici une échelle pour comprendre un petit peu, vous avez des éléments assez communs, une échelle standard qui vous donne par exemple à 0, un pH 0, on est sur l'acide donc chlorhydrique. Vous avez donc de l'eau, du lait ici, on est sur un pH assez neutre, et puis on arrive sur de la soude ici à 14, un pH donc, alcalin ici. Comprendre maintenant la différence, donc là on a parlé de pH, et comprendre aussi la différence entre le pH et l'acidité totale. Tout ça, dans votre bière, vous allez mesurer donc le pH à l'aide d'un pH mètre, mais vous pouvez aussi, et c'est très important, et c'est même recommandé pour avoir vraiment l'acidité exacte, si je puis dire, dans votre bière, mesurer l'acidité totale. Donc le pH, qu'est-ce que c'est? C'est la concentration d'ions hydrogène dissociés en solution. Vous voyez ici avec le schéma, vous comprenez un petit peu mieux. En fait, ça va être l'acidité ici. Vous voyez, ces ions H+, ici sont ici. Donc là, le pH va mesurer en fait le potentiel électrique entre deux électrodes. Ça va mesurer juste ces ions hydrogène. Donc vous n'avez aucune indication sur la masse totale d'acide, donc sur tous les acides qui sont en solution. Donc vous pouvez avoir en fait une fausse idée finalement, une fausse perception de l'acidité qu'il va avoir finalement dans votre bière. Vous allez pouvoir goûter. Et l'acidité totale, donc là, elle s'exprime en grammes par litre. Et là, vous allez doser, donc mesurer tous les acides, donc dissociés et non dissociés, qui sont en solution. Donc là, ça se fait donc autant avant la mesure du pH, ça se fait, c'est une mesure par étalonnage en fait par rapport à une valeur de référence. Et ici, l'acidité totale, c'est une mesure par titrage. En fait, vous allez faire réagir ici une base forte avec l'espèce titrée. Donc vous allez pouvoir en fait mesurer tous les acides qui sont en solution dans votre bière. Donc, c'est un concept beaucoup plus fiable qu'une simple mesure de pH. Et donc, dans vos bières acides, bien forcément, vous avez une flore microbienne qui est assez large. Donc, bien sûr, une bière acide, vous allez avoir des levures, donc toujours du genre Saccharomyces, vous pouvez avoir Cerevisiae, Pastorianus ou Baianus, ou encore d'autres. Vous pouvez également avoir des Brettanomyces que vous allez, encore une fois, soit ajouter volontairement, ou alors qui vont faire partie de cette flore naturelle, spontanée, si vous faites une fermentation spontanée. Et vous avez donc aussi des bactéries qui sont responsables de cette acidification dans vos bières acides. Donc vous avez des bactéries lactiques, donc vous avez le genre Lactobacillus, Pediococcus, Eunococcus, et puis vous avez aussi Acetobacter, le genre Acetobacter. Donc la différence, bactéries lactiques, elles vont produire majoritairement de l'acide lactique. Acetobacter ici va produire de l'acide acétique.
Et donc, ces bactéries, principalement, ont différentes voies métaboliques pour produire eh bien, des acides, donc pour faire la fermentation. Donc ici, la fermentation lactique, si on regarde, vous avez déjà les bactéries qui sont dites homofermentaires. Donc là, c'est-à-dire qu'à partir du glucose et du fructose, elles vont synthétiser donc, de l'acide lactique. C'est ce qui se passe en fait bien dans le lait, dans le fromage et même dans le yaourt. Vous avez des bactéries dites hétérofermentaires strictes. Donc là, hétéro, on n'est plus sur un seul type d'acide qui va être produit. Elles vont produire à partir des sucres de l'acide lactique, mais aussi de l'acide acétique. Et également de l'éthanol et du dioxyde de carbone. Donc là, vous avez par exemple ici Lactobacillus brevis, Eunococcus euni. Et vous avez le dernier type, ici la dernière catégorie, les bactéries dites hétérofermentaires facultatives. Là, vous avez le cas de Lactobacillus plantarum, on en reparlera bien après. Et donc là, qui vont produire majoritairement de l'acide lactique et très peu d'acide acétique, voire pas du tout en fait. Et toujours production d'éthanol et de dioxyde de carbone. Donc là, vous en avez aussi bien dans le produit laitier, vous en avez aussi dans le monde du vin et dans les bières. Donc là, c'est un petit détail, on va dire, du profil aromatique que ces micro-organismes peuvent nous apporter. Donc Saccharomyces, on le sait, les levures Saccharomyces vont généralement pouvoir produire des esters, des alcools supérieurs, des phénols, également du soufre. Brettanomyces, le genre le Brettanomyces, donc là, vous avez quand même une production de notes fruitées, plutôt pommes, alors ici pommes, ananas, fruits secs, fruits tropicaux, mais donc le genre Brettanomyces est quand même assez connu pour avoir ce côté, quand on dit en anglais le qualificatif funky. Donc là, ça permet d'imaginer quand même un aromatique assez complexe qui peut aller des notes assez intenses. Donc les descriptifs officiels généralement utilisés pour Brettanomyces, ça va être vraiment le côté cuir, écurie, voire même sueur. Donc ça, après, on aime ou on n'aime pas. Et puis après, là, vous pouvez avoir des notes un petit peu moins intenses. Donc là, c'est noté, vous voyez un petit peu fermier, terreux, fromage, champignons. Donc là, comme ça, sur le papier, c'est pas très rêveur, mais c'est généralement soit on aime, soit on n'aime pas. Mais ça apporte vraiment une complexité à vos bières qui est plus ou moins intense en suivant le type de Brettanomyces, l'espèce qui va être utilisée. Vous voyez, par exemple, Brettanomyces clausoni, donc là, on est sur quelque chose d'un peu moins marqué, un peu moins intense que par exemple bruxellensis, qui est très connu, donc là, qui apporte ce côté funky qui est bien marqué. Pour les bactéries, donc on en a parlé, les genres Pediococcus, Lactobacillus, donc là ils vont produire de l'acide lactique, donc on a le caractère un petit peu acidulé et bien laiteux aussi. Pour Pediococcus, par contre, il va être assez lent pour la fermentation et généralement il va produire un petit peu de diacétyl, donc un petit peu ces notes beurrées qui pourraient ressortir sur vos bières. Pour Lactobacillus, par contre, l'avantage c'est que ce genre, les lactobacilles sont généralement assez rapides lors de la fermentation et vont pouvoir apporter des notes un peu plus, des notes fruitées sur le style un peu tropical. Alors ça dépend des souches, encore une fois, enfin des espèces du genre Lactobacillus. Donc vous avez certaines souches qui donnent un côté un peu laiteux, voire fromage. Et pour Eunococcus, donc là, ça c'est souvent une bactérie qui est connue dans le monde du vin, qui va faire la fermentation malolactique et donc qui va produire de l'acide lactique, et qui tolère un haut taux d'alcool et un pH assez bas. Et là, pareil, possibilité de production de diacétyl. Maintenant, on va parler un petit peu de technique d'acidification. Donc là, ça sera une liste non exhaustive parce qu'il en existe tellement que c'est quasiment impossible de toutes les voir en revue dans le détail. Donc principalement, on va avoir la première technique, on peut parler de mash souring. Donc là, on va acidifier en fait la mèche. Donc là, généralement, ça va être des bactéries lactiques qui vont permettre d'acidifier votre mèche donc en cuve matière. Après, il y a deux voies possibles. Donc, soit vous allez utiliser la flore naturelle qui va être donc, sur votre malt, sur vos grains de malt. Donc, vous pouvez par exemple laisser un fond de mèche dans votre cuve qui était du brassin précédent. Vous pouvez aussi laisser, donc vous ne conservez pas donc, le fond de la mèche du brassin précédent, mais votre mèche, une fois que vous l'avez
vous avez votre mèche en cuve matière, vous pouvez la chauffer aux alentours de 30-35 degrés, laisser refroidir pour que les micro-organismes qui sont présents naturellement puissent se développer et commencent à acidifier le milieu. Et il est possible aussi d'ajouter une culture pure ou un starter donc, de bactéries lactiques une fois que l'empâtage est terminé et que votre mèche a refroidi. Et donc là ensuite, après étape de filtration et d'ébullition classique. Deuxième méthode, et je reviendrai après dessus par rapport au Sour LP 652, c'est la méthode par kettle souring. Donc là, on va acidifier le mou qui n'est encore pas ou qui ne sera pas houblonné en cuve d'ébullition. Donc là, pareil, intervention des bactéries lactiques pour acidifier votre mou dans la cuve. Donc là, les lactobacilles qui sont introduits, donc je le disais, vont fermenter rapidement votre mou. Et comme vous avez l'ébullition en fait, qui va arriver derrière, vous avez peu de risque d'infection puisque la chaleur va permettre de tuer les micro-organismes qui ont été introduits. Et vous avez un meilleur contrôle de la température. Comme vous arrivez en cuve d'ébullition, vous arrivez plus facilement à chauffer, à maintenir votre température assez haute. Donc je disais aux alentours de 30, 35, 40 degrés. Et en kettle souring, il est parfois aussi possible d'utiliser du yaourt. Certains brasseurs vont ajouter par exemple du yaourt pour utiliser les ferments lactiques qui sont dans le yaourt pour inoculer le mou. Et troisième méthode, donc on a acidifié ici en cuve matière, en cuve d'ébullition, et bien là, il est aussi possible d'ajouter vos bactéries, d'acidifier votre mou en cuve de fermentation. Donc là, encore une fois, plusieurs options, un large panel d'options pour acidifier pendant la fermentation. Vous pouvez ajouter des lactobacilles, des pédiococcus, voire même un mix, différentes flores à ajouter en simultané. Par exemple, pédiococcus, l'avantage, comme je l'ai dit, il va tolérer un certain taux d'alcool, donc assez haut, et aussi les acides alpha du houblon. Donc, en fait, ça va permettre, par exemple, aux lactobacilles de produire déjà un petit peu d'acide lactique, et puis pédiococcus, en fait, peut prendre un petit peu le relais, si je puis dire, quand le taux d'alcool va monter. Et puis, s'il y a du houblon, pédiococcus pourra mieux travailler dans ces conditions. En combinaison, j'ai parlé de Brettanomyces, vous pouvez tout à fait ajouter volontairement, ou donc si vous faites une fermentation spontanée ou en barrique, introduire de la Brettanomyces qui pourrait, pour le coup, apporter plutôt une complexité donc, sur l'aromatique, je l'ai dit, qui est assez intense et spécifique. Donc les Brettanomyces, par contre, ne vont pas forcément apporter de l'acidité. Les Brettanomyces peuvent produire de l'acide, un petit peu d'acide acétique en présence d'oxygène à partir de l'éthanol, mais ce sera principalement des esters qu'elle va pouvoir apporter et produire, donc pas tellement sur l'acidité. Et par contre, attention au risque de contamination. Si vous ajoutez donc, ces micro-organismes en cuve de fermentation, étape de nettoyage très importante. Et comme on est généralement à une température un peu plus basse, il faut faire attention avec cette méthode-là. D'autres méthodes après, donc bien sûr la fermentation spontanée, donc généralement en cuve ouverte. Donc là, vous avez la flore qui est présente dans votre air environnement, qui va venir fermenter vos sucres. Un petit peu tout ce qui s'y trouve. Donc là, vous avez généralement quelque chose d'assez complexe. Et il est possible même de faire expertiser sa brasserie, d'analyser en fait la flore disponible que vous pouvez avoir aux alentours dans votre brasserie pour avoir derrière pour se dire, voilà, je sais qu'il y a telle ou telle espèce, tel micro-organisme, je vais pouvoir adapter maintenant mes conditions de fermentation ou, voilà, pour que ces micro-organismes puissent se développer. Et vous avez également des sours qui sont vieillis en fût. Donc les barriques, bien sûr, vont contenir votre bière, mais ça permet d'ajouter du caractère. Donc il y avait déjà une acidité résiduelle avec le contenu précédent, que ce soit du vin, généralement du vin. Et vous avez donc forcément une flore intrinsèque qui était là et qui va pouvoir certainement continuer à travailler et acidifier vos bières. Et puis derrière, il est aussi possible toujours d'avoir recours à des blends, de mélanger. Donc, soit ajouter des fruits aussi. Vous avez donc une flore, une microflore qui sera sur vos fruits, donc qui va pouvoir aussi travailler et s'il y a des bactéries, produire un petit peu d'acide par cette voie-là. Vous pouvez aussi passer dans diverses barriques pour complexifier encore un peu plus votre bière, mélange de plusieurs bières qui seraient plus ou moins vieillies, etc., etc.
Quelques points d'intention, en fait, suivant la méthode que vous utilisez, il faudra quand même noter le fait que le houblon a une activité, bien sûr, ça je pense que vous le savez, antimicrobienne. Donc ça va permettre de limiter la croissance des bactéries que vous avez ajoutées pour acidifier votre mou. Alors le moment d'introduction et la quantité sont assez importantes, mais on peut considérer qu'aux alentours de 5 IBU, la croissance des lactobacilles sera nettement limitée. En fait, les bactéries seront inhibées. Donc, ça va permettre d'éviter d'avoir trop de bactéries et en fait d'avoir finalement peut-être quelque chose de trop acide, voire une contamination derrière. Et par exemple, pour les lambics, généralement, les houblons utilisés sont des houblons assez âgés, vieillis, qui ont un faible taux d'acide alpha en fait, pour limiter l'effet amérisant sur la bière, mais conserver les propriétés bactériostatiques. Un houblon vieillissant, alors après, il faudrait avoir le détail et connaître bien le houblon qu'on utilise, mais généralement, l'effet amérisant diminue, mais les propriétés bactériostatiques sont toujours là. Donc, acidification du mou avant houblonnage. Au niveau de la température, donc comme je disais, vous avez une flore assez large, différents micro-organismes. Si vous utilisez donc, un Lactobacillus plantarum, c'est le cas pour notre Saft Sour LP 652, vous avez une plage de température donc aux alentours de entre 30 et 40 degrés Celsius, avec un optimum qui se rapproche de 37 degrés Celsius. Donc après, peu importe le type de micro-organisme que vous allez utiliser, c'est important de connaître son fonctionnement, de savoir à quelle température il va mieux fonctionner. Donc là, si vous ajoutez volontairement une culture de levure, un produit commercial, un mélange, c'est quand même important de regarder toujours les fiches techniques du fournisseur en fait pour voir les meilleures conditions, la meilleure température en l'occurrence ici pour que votre micro-organisme puisse travailler. On a parlé de Brettanomyces. Donc les Brettanomyces, c'est important de le noter, sont assez résistantes au pH, à un pH bas. Donc elles vont pouvoir aller dégrader lentement les dextrines. Donc en fait, l'avantage, c'est qu'elles peuvent être utilisées aussi bien en fermentation primaire, secondaire, voire mixte. Par contre, donc attention, notamment en fermentation secondaire si vous l'utilisez, comme elles vont aller dégrader les dextrines, vous risquez d'avoir peut-être une cible en alcool un petit peu dépassée, petite suratténuation. Donc évitez de conditionner trop tôt quand vous travaillez avec de la Brettanomyces. Évitez aussi de remuer, secouer si vous faites vieillir une bière en barrique et que vous avez de la Brettanomyces. Vous pouvez voir se former une sorte de pellicule comme ça. En fait, c'est une sorte de barrière protectrice contre l'oxygène notamment. Et si cette barrière se rompt, vous pouvez, donc, comme je le disais, en présence d'oxygène, les Brettanomyces vont produire de l'acide acétique. Si cette barrière se rompt, vous pourrez avoir un petit côté un peu acétique, vinaigré dans votre bière qui n'était pas forcément souhaité au départ. Ici, alcool et lactobacillus. Donc, généralement, les lactobacilles ne résistent pas à de fortes teneurs en alcool, donc 3 à 9%, c'est assez large. Ça dépend vraiment des espèces. 9%, donc après, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'il y a certaines souches, c'est pas la peine d'aller faire une sour qui, avec un lactobacille qui atteint 6-7% d'alcool. Donc en fermentation secondaire, ça serait un petit peu plus compliqué. En fermentation mixte aussi, si vous visez un produit assez bon en alcool. Et on reparle de Pediococcus ici, comme je vous disais, qui tolère assez bien l'alcool. Donc Pediococcus, c'est une assez bonne option en fait si vous voulez une bière assez haute en alcool, ça peut être une option. Là, juste pour vous montrer rapidement les styles, alors qui sont officiellement référencés par le BJCP, des styles sour, donc les styles européens, donc Berliner Weiss pour les Allemands, les Flanders, donc la rouge de Flandre, les vieilles brunes, Lambic Gueuse, donc tout ça, ça va être des bières belges. Vous avez Gose ici, alors ça, j'arrive jamais à le dire, Lichtsteiner, pour des bières encore allemandes ici, donc qui sont catégorisées en fait en style historique. Et puis après, donc du côté American Wild Ale, donc vous avez des fermentations mixtes. Donc là, ça va plutôt faire référence à l'utilisation des Brettanomyces. Wild Specialty Beer, pareil. Et vous avez aussi une catégorie même appelée bière expérimentale. Donc là, ça vous permet d'avoir recours à l'utilisation de plusieurs
d'une flore assez complexe dans votre bière. Ce style-là peut être utilisé dans ce cas-là. Et on va parler maintenant donc de Soft Sour LP652. Donc, vous allez voir, il est préférentiellement, cette bactérie est plutôt utilisée en kettle souring. Et puis, on va regarder derrière, donc, qu'est-ce qui se passe sur le plan aromatique et aussi son potentiel, le potentiel que cette bactérie a pour acidifier bien votre bière. Donc, sélectionné pour bière acide, je l'ai dit préférentiellement par kettle souring. Donc, LP652 apporte des notes tropicales, agrumes et fruitées, donc elle va quand même apporter ces notes-là qui seront quand même perceptibles au-delà du côté acide lactique. Donc, ça laisse quand même une sensation de fraîcheur en bouche sur la bière finie. Donc, on l'a vu tout à l'heure, donc ici, on est face à une bactérie qui est dite homofermentaire, donc qui va produire principalement, quasi exclusivement, de l'acide lactique. Et qui peut être toujours donc, ensemencé en direct selon notre procédé de Easy to Use, qui permet d'ensemencer en fait directement, comme c'est toujours sous forme sèche, vous pouvez l'ensemencer directement dans le mou. Donc, qu'est-ce que le kettle souring? On l'a vu, donc l'acidification du mou en cuve d'ébullition. Donc, comment ça va se passer? Donc, ici, sur le schéma, vous voyez typiquement l'étape d'empâtage, de filtration. Et au lieu d'avoir recours à une seule ébullition, l'étape d'après, vous avez d'abord une première ébullition, puis donc vous allez refroidir votre mou. À ce moment-là, derrière, donc une fois que vous êtes donc à la température souhaitée, donc je disais un optimum à 37 par exemple, vous allez pouvoir inoculer avec votre bactérie donc LP652. Et donc derrière, on repasse par une deuxième ébullition qui permet de stabiliser, sécuriser le produit. Et puis derrière, eh bien, toutes les étapes jusqu'au conditionnement de votre bière de façon standard. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau du potentiel, comment la bactérie va pouvoir acidifier votre bière et en fonction des paramètres process. Donc ça, c'est les résultats d'une étude qui a été faite. Donc on a ici, donc vous avez votre bactérie et on va regarder ce qui se passe ici. Donc différentes conditions pour cette étude. Donc on va regarder, on va ensemencer la bactérie à deux dosages différents, donc 10 grammes par hectolitre ou 100 grammes par hectolitre. Vous voyez ici les autres conditions de l'essai. Donc on était à 12 degrés plateau sur le mou, à 30 degrés Celsius, pas d'agitation. Les autres conditions ici, la densité du mou de départ, donc 8, 12 ou 16 degrés plateau. On a dosé la bactérie à 10 grammes ici par hectolitre, à 30 degrés Celsius, toujours pas d'agitation. Maintenant, on fait varier la température. Donc, vous voyez, si on était à 30, là, on va regarder ce qui se passe donc de 30 degrés donc jusqu'à l'optimum à 37, connu à 37, 40, 45 et même jusque 50 degrés Celsius. Un dosage à 10 grammes hecto, un mou à 12 degrés plateau, toujours pas d'agitation. Et donc, finalement, voir aussi si l'agitation peut avoir un impact, sans rotation par minute. C'est une agitation assez modérée, une recirculation assez lente, ou alors pas d'agitation. En comparaison, et donc on est à 30 degrés Celsius, on a dosé ici à 10 grammes par hectolitre, c'est sur un mou, à 12 degrés plateau. Et donc on va mesurer le pH et aussi donc, la quantité d'acide organique, d'acide lactique en fait. Donc, si on regarde au niveau du taux d'ensemencement, est-ce qu'il y a un impact? Donc, vous voyez ici le déroulé de la fermentation lactique en fonction du temps. Donc là, ici, on est bien en heure. Première courbe ici, en trait plein, vous avez un dosage de 10 grammes par hectolitre de la bactérie. Et sur les pointillés, vous êtes 10 fois supérieur. On est à 100 grammes par hectolitre. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, entre 24 et 36 heures, ça, c'est ce qu'on vous donne ici, 24-32 heures, eh bien, l'acidification est complète. En fait, la fermentation lactique est arrivée à son terme au bout de entre 24 et 36 heures. Et donc là, plus on va augmenter le taux d'ensemencement de la bactérie, plus on va diminuer la durée de fermentation et votre pH. Donc là, plus on aura finalement de bactéries, plus on va diminuer le pH. Et ici, on regarde ce qui se passe sur la production d'acide lactique. Vous voyez en grammes par litre ici, donc au bout de 24 heures, et ici au bout de 48 heures.
En bleu foncé, vous avez le dosage qui correspond à 10 grammes par hectolitre et ici le dosage de 100 grammes par hectolitre. Et donc là, la conclusion est assez similaire et liée avec ce qu'on vient de dire avant. Plus on va ensemencer de bactéries au départ, plus on aura une population importante, plus on va pouvoir produire d'acide lactique et aussi donc diminuer le pH. L'impact de la densité de votre mou. On a dit ici les tests, les conditions 8, 12 et 16 degrés plateau. Donc le déroulé ici de la fermentation, toujours en heure. Donc on voit qu'au bout de 24 heures, on arrive à la fin de la fermentation lactique. Donc assez peu de différence pour des mous à 8 et 12 degrés plateau. 16 degrés plateau, on acidifie peut-être un petit peu moins. On a un pH qui va avoisiner les 3,6, quand ici on descend plutôt à 3,5. Au bout, donc vous voyez, on est à 48 heures ici. Donc si on même laissait 72 heures, on pourrait descendre à 3,4. Donc plus la densité de départ va être basse, finalement, plus on va acidifier en diminuant le pH. Et par contre, sur la production d'acide lactique, alors il y a un léger impact, si je puis dire, la densité donc, qui influence légèrement la production d'acide lactique. Plus le mou va être concentré, plus on va avoir une production d'acide lactique ici. Si on regarde maintenant ce qui se passe pour la température, donc vous avez 37 ici en optimum, donc on n'est pas, j'ai pas la donnée ici pour 30 degrés, mais on démarre ici à 37 et on va donc à 40, 45 jusqu'à 50 degrés Celsius. Toujours ici la fermentation lactique, donc la diminution du pH. Donc vous voyez que l'acidification se fait correctement, en fait à des températures inférieures. Alors ici à 45, inférieur à 40 degrés Celsius. 40 degrés Celsius, ça sera vraiment le maximum. On voit bien ici qu'à 50 degrés Celsius, la bactérie n'a pas supporté la température, elle n'est plus effective dans le milieu, elle n'est plus capable d'acidifier, de produire de l'acide lactique. On le voit très bien ici aussi. Donc 37 en bleu, 40 degrés Celsius ici. Et puis là, une fois que vous allez jusqu'à 45, 50 degrés Celsius, que ce soit à 24 ou à 48 heures, la levure n'est plus capable de produire de l'acide lactique. Et influence de l'agitation. Vous voyez ici statique, donc sans agitation et avec ici une agitation modérée. On a peu d'impact. C'est très léger. On peut dire qu'on n'a aucune influence de cette agitation sur le déroulé de cette fermentation lactique. Pour acidifier le milieu, en tout cas la diminution du pH est la même qu'on soit sur un milieu qui soit sans agitation ou agité. Et maintenant, on regarde ce qui se passe sur le plan donc, aromatique. Donc là, on compare, vous allez le voir ici, un mou donc, non houblonné, pas d'ajout de houblon. On dose aussi ici la levure, donc 10 fois plus ici, 10 et 100 grammes par hectolitre. Et donc ici, en comparaison, un mou qui est toujours non houblonné, mais non fermenté. Donc on n'a pas ajouté la bactérie. Ici, on laisse fermenter 48 heures. On est à 30 degrés Celsius. Et puis, on va regarder donc, ce qui se passe sur le plan analyse sensorielle. Donc là, ce que je vous présente, c'est des résultats issus de notre panel sensoriel où on va en fait regarder et noter plusieurs ici paramètres. Donc l'acidité en bouche, mais aussi volatile. On a le côté laiteux, fruité, maltais. Alors maltais et même céréales. Le sucre, l'amertume et le côté un peu mielleux aussi. Et éventuellement du soufre. Donc voilà ce que ça donne. Sur ce graphe ici, vous avez en orange donc là donc le profil aromatique du mou qui a été qui est non houblonné, je le rappelle, et qui est non fermenté. Donc pas d'ajout de bactéries ici. Et vous avez donc la courbe en bleu clair, la bactérie qui est dosée à 10 grammes par hectolitre. Et ici, en bleu foncé, la bactérie dosée à 100 grammes par hectolitre. Donc forcément, sur un mou non fermenté, on s'attend bien évidemment à avoir donc, du sucre, un côté un petit peu mou chaud comme ça, miel, céréales, maltais bien sûr. Et par contre, bien sûr, une fois qu'on a ajouté nos bactéries, on va avoir quelque chose d'acide. Vous voyez que à 100 grammes par hectolitre, on aura, donc là c'est noté d'une échelle de 0 à 8, donc on a un point d'écart, on va dire,
entre les dosages. Donc, si on dose 10 fois plus la levure, on gagne 1 point, en tout cas ici sur ces résultats, sur la perception d'acidité. Alors ici en bouche, vous avez la perception ici d'acidité, donc l'acidité volatile, ce que vous allez ressentir au nez. On en a aussi, toujours un petit point d'écart si on dose un peu plus la levure. Mais donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que bien sûr, vous allez réduire ce côté mou qui est non fermenté. Donc, toujours quand même un côté un peu céréal, malt. Par contre, le côté miel, mou chaud, sucré, qui va être nettement diminué. Vous avez peut-être un petit peu de soufre perceptible si vous dosez la levure 10 fois plus que ce qu'on recommande habituellement. Une perception un peu fruitée, mais légèrement. Un côté laiteux, un petit peu marqué aussi ici. Vous voyez, on est ici à 4, donc à la moitié. Voilà. Mais donc sur l'amertume, bien sûr, on est à 0. Donc voilà ce que ça donne. En conclusion sur tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, donc on a fait un petit point sur les techniques utilisées pour acidifier une bière, donc grande diversité de techniques et de micro-organismes pour produire ces bières acides. Le kettle souring, donc qui colle pour nous sur l'utilisation de la bactérie LP652, mais qui reste en fait le process, on va dire le plus sûr, sécurisé et aussi facile en fait de mise en œuvre. Et l'utilisation de Lactobacillus plantarum reste en fait la meilleure option. Nous, on avait sélectionné cette espèce-là en particulier parce qu'en fait, elle était rapide lors de la fermentation. Elle permettait d'avoir quand même un bouquet aromatique assez développé et une production d'acide lactique assez importante. Et à noter aussi, j'ai parlé de bactéries homofermentaires qui vont principalement produire de l'acide lactique. Il est possible toutefois qu'elles produisent une petite quantité d'acide acétique, mais Lactobacillus plantarum en produit quasiment pas. C'est très très peu. On a comparé un dosage à 10 grammes par hectolitre et un dosage à 100 grammes par hectolitre. À 100 grammes par hectolitre, on commence à voir une petite quantité d'acide acétique, mais c'est très 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 moindre. Donc c'est vraiment quasi exclusivement de l'acide lactique. Conditions optimales, donc je rappelle ici un taux d'ensemencement à 10 grammes par hectolitre, une fermentation lactique que vous pouvez espérer entre 24 36. N'ayez pas peur quand même d'aller jusqu'à 48 heures pour qu'elle puisse arriver au bout. Niveau température, donc ça je l'ai répété plusieurs fois, assez haut, donc entre 30 et 40 degrés Celsius, avec un optimum à 37. Et donc cible en pH, on peut espérer descendre à 3,2, sur ce que je vous ai montré avant sur les graphiques, on descendait à 3,4. La cible entre 3,2 et 3,6. Et sur l'aromatique, on l'a vu juste avant, donc permet de mettre en avant quand même des notes assez fruitées, mais qui sont aussi équilibrées, donc avec une acidité quand même bien marquée et un côté laiteux un petit peu, pas fromage, vraiment un côté laiteux qui permet un petit peu d'enrober toutes ces saveurs dans cette bière. Et on a quand même donc une diminution du côté maltais et sucré. Voilà. Après, en complément, si vous souhaitez utiliser Sap Sour LP152, eh bien en fermentation mixte, du moins en fermentation primaire, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme souche? Tout dépend en fait de ce que vous voulez avoir comme bière. Une bière fruitée ou alors une bière épicée. Malgré que eh bien la LP152 va acidifier le mou, donc vous allez quand même descendre assez bas en pH, mais en tout cas, la plupart, même toutes nos levures, ont quand même une tolérance au pH assez élevée. Donc, ce qui permet en fait après d'en choisir une parmi la gamme des levures qu'on a. Vous pouvez après prendre les 0,4 par exemple si vous voulez quelque chose quand même d'assez fruité et d'assez neutre avec une acidité apportée par Sap Sour LP652. Encore un peu plus neutre, et même si là vous voulez ajouter par exemple des fruits ou des épices, vous pouvez penser à US 0,5. On pourrait imaginer 256 qui rehausserait vraiment le côté fruité, très banane. Par exemple, une lager aussi, on sait que la S189, à haute température, elle va pouvoir donner un côté fruité, mais très fruit à noyau. Un peu pêche abricot, ce type de fruits-là, un peu fruit blanc. La BE134, par exemple, ça,
de retour de marché, je sais qu'elle fonctionne assez bien. Donc la BE134, c'est un peu notre souche qui permet de faire des bières un peu de style saison. Donc là, très accentué sur le fruité et l'épicé. Donc là, en général, ça marche assez bien avec LP 652, avec WB06, pourquoi pas aussi, hein, pour imaginer une Berliner Weiss ou quelque chose comme ça. Après, c'est à vous d'expérimenter un petit peu et voilà, il y a tellement de possibilités. C'est suivant un petit peu ce que vous voulez produire et avoir comme bière au final. Eh bien, j'arrive au bout de ce webinaire. Juste ici, un petit rappel pour la suite. Vous voyez qu'il y a déjà eu quatre webinaires qui ont déjà eu lieu. Donc là, c'était aujourd'hui, on a parlé de bière acide. On parlera par la suite de la lager W3470. On parlera, donc j'en ai parlé un petit peu au début, de Spring Blanche qui est un produit dérivé de levure. On parlera refermentation de bouteille. On pourra parler aussi de cette fameuse tendance NABLAB donc avec LA01. Et puis aussi Hard Seltzer, ça, si ça vous intéresse, comme ça arrive maintenant de plus en plus en France, ça pourrait être un sujet à venir. Merci beaucoup, Alexien. Très intéressant comme présentation. On va passer aux questions. Alors, je vous invite tous à les mentionner via le chat. Il y en a déjà quelques-unes qui sont rentrées. Je vais te les poser, Alexien. Alors, la première, alors c'est plutôt pas par rapport à la présentation. En règle générale, est-ce que ces webinaires sont enregistrés? Est-ce qu'ils peuvent être revus par Oui, la suite? alors, ouais, ils sont enregistrés. C'est vrai qu'on les met pas en ligne sur YouTube ou quoi. En tout cas, pas pour l'instant. En fait, on a les enregistrements vidéo. Et là, pour l'instant, vous voyez, on a démarré en septembre cette série de webinaires. Et on retravaille un petit peu les vidéos voilà, pour masquer notamment la liste des participants pour la loi RGPD. On ne peut pas afficher le nom de tout le monde. Donc, on retravaille sur ces vidéos. Mais oui, on a des enregistrements qui seront disponibles après via un lien. Je dirais pour le mois de janvier. C'est assez loin, mais fin décembre, début janvier, tous nos webinaires seront accessibles. Vous pourrez les revoir avec en vidéo. En fait. Ok, super. Alors après, plutôt les questions par rapport à la présentation. Alors la première, c'est pourquoi faire une première ébullition avant l'ajout des lactos? Alors, une première ébullition, peut-être pour stabiliser le produit, sécuriser le produit avant d'ajouter vos bactéries, parce que dans le cas où vous auriez d'autres bactéries, d'autres micro-organismes nuisibles à votre bière, en fait, c'est le même principe que vous faites votre ébullition. En fait, vous allez stabiliser le produit déjà dans un premier temps. Donc, si vous rajoutez volontairement des bactéries, c'est peut-être mieux de faire une ébullition au préalable pour qu'il y ait que vraiment votre souche, votre culture de bactéries que vous avez ensemencée. Vous avez des bactéries, comme vous allez avoir un milieu après acide, vous avez potentiellement d'autres bactéries qui pourraient continuer de se développer. Par exemple, Clostridium, et comme vous êtes sur un milieu anaérobique, Clostridium va continuer de se développer à un pH assez bas et va pouvoir produire de l'acide butyrique qui pourrait donner un côté un petit peu vomi et qui pourrait être toujours marqué par la suite, en fait. Est-ce que justement, pour cette étape, est-ce que le palier à 78 degrés ne suffit pas? J'ai pas compris. Est-ce que le palier le mash out à 78 78, degrés, est-ce qu'il ne suffit pas? ça, ça peut suffire. Dans le cas où on travaille en sour mash, en fait, on considère finalement que le palier à 78 est suffisant. On est un petit peu à la limite du mash sour et du kettle sour. Selon moi, ça pourrait aller. Bon. Après, c'est à essayer. Je ne peux pas garantir qu'il n'y aura que vos lactobacillus après derrière si on part en kettle sour et que vous n'avez pas fait une première ébullition. Mais dans le cas d'un sour mash, oui, en fait, on peut partir du principe que le palier à 78, même à 5 minutes, va suffire.
Après, c'est le temps entre cette première et deuxième ébullition, donc le temps de l'acidification, mais tu y as répondu, je crois l'optimum est entre 24 et 48 heures. C'est Est-ce ça. qu'on peut réduire ce temps en surpitchant ou quels sont après les autres risques, le côté soufré, tu as parlé? Mais est-ce qu'on peut encore gagner du temps? Est-ce qu'on peut le faire en 12 heures? Ouf. On va dire j'ai pas présenté ici, mais j'ai les résultats pour la consommation du glucose par les bactéries en fonction du temps. Entre 10 grammes et 100 grammes hecto, donc quand même on est à 10 fois supérieur au dosage. On a une consommation un petit peu plus rapide, mais honnêtement c'est pas suffisant, je pense, pour gagner un ou deux jours, enfin une ou deux heures, pardon, une ou deux heures ou même 10 heures. Je pense qu'il est assez difficile d'avoir cette fermentation lactique qui soit inférieure à 24 heures. En tout cas, 24 heures, pour moi, c'est le minimum attendu, jusque 48 heures. 48 heures, et plus, c'est plus raisonnable pour aller jusqu'au bout, acidifier comme il faut. Ok. Après, les levures pour la fermentation primaire, mais tu en as parlé, en fait, beaucoup de souches sont possibles. Euh, Elles sont acido-résistantes, oui. ouais. Par rapport à la deuxième fermentation, par rapport à ou la refermentation en bouteille, une F2, La F2 qui peut être utilisée, tu veux dire? oui. Oui. La F2 peut être utilisée, oui, derrière. La F2 va tolérer aussi un pH assez bas, donc a priori, il n'y a pas de souci pour refermenter avec F2 derrière. Ok. Et quel est l'impact donc de cette acidification sur la densité? Alors après, vous allez perdre de ce qu'on a, de ces études-là qu'on a fait. J'ai les résultats en tête, on perd très très peu, hein. On utilise vraiment les bactéries vont utiliser une toute petite quantité de glucose. Je voudrais pas dire de bêtises et donner une valeur, mais vous ne perdrez jamais 0,5 plateau, hein. C'est vraiment ridicule. On ne peut pas parler d'une perte, d'une diminution de la densité, en fait. Ok. Jusqu'où on peut descendre en pH 3, On peut 3. descendre 3,2, je dirais que c'est déjà pas mal. Descendre à 3,2, c'est déjà pas mal. Classiquement, de ce que j'ai vu utiliser aujourd'hui, 3,4 en général, ça va être 3,3, 3,4. Euh, ouais, c'est ce que je vois aujourd'hui le plus avec cette bactérie-là. Après, je vois une question sur quelle analyse recommandes-tu pour pouvoir voir quelles flores, quelles bactéries sont déjà présentes dans les brasseries, en fait. Alors, Une ça, c'est analyse une très bonne question. Honnêtement, j'ai pas de réponse précise. Après, je pense que des prélèvements de surface enfin, voilà, je pense que faire appel à un du laboratoire produit d'analyse fini. du produit fini, des surfaces aussi, hein, finalement, dans ta zone de travail. Ça, après, il faut plutôt faire appel à un labo. Ça, je pense qu'il saurait vous dire. Après, c'est vrai que j'ai pas d'adresse en particulier ou ouais, ça, il faudrait un petit peu creuser. J'ai pas de réponse précise là-dessus. Ok. Pour revenir sur le slide 37 qui était l'influence de la température, euh, Mhm. on va peut-être le remettre. Je peux le remettre J'allais dire, une. je peux y revenir Euh, ici. il n'y a pas les résultats pour 30 degrés. Non, pour 30 degrés, je crois que je l'ai dit, c'est vrai que c'est dommage. 30 degrés, c'est dommage. Il faut imaginer qu'on est assez similaire avec 37 degrés, en fait, hein. 37 degrés, en fait, la diminution du pH, 37 degrés, c'est vraiment l'optimum. Vous allez autant diminuer le pH, en fait, si vous êtes à 30 ou à 37 degrés Celsius. Sur la production d'acide lactique, à 37, finalement, c'est quand même un optimum. Vous pouvez peut-être en produire un peu moins à 30 degrés Celsius. C'est vrai qu'ils ne sont pas affichés ici, c'est dommage. J'ai 37 au minimum. Et l'influence ou la cinétique pour celles qui sont en dessous de 30 degrés, en fait? Ben là, vous allez diminuer le pH toujours, mais vous allez être plutôt aux alentours de 3,5, 3,6 en fait. En
vous passez en dessous de 30 degrés Celsius, vous serez plutôt à un pH 3,5, 3,6, après même 3,7. Voilà. Okay, 3,7, c'est vraiment l'optimum pour descendre assez bas, je dirais même presque au plus bas. Alors ici, on est qu'à 3,4. Mais 3,2, vous allez l'avoir, 3,3, entre 30 et 37. Et c'est quoi le facteur limitant de la bactérie alors? Le facteur limitant de la bactérie, ça va être le sucre en fait, parce qu'elle va utiliser le glucose et le fructose pour faire du lactate et de l'acide lactique. En fait, elle peut en utiliser une certaine quantité et après, en fait, ça va être aussi la pression osmotique notamment qui va faire qu'elle ne pourra plus continuer à acidifier, quoi. Mais pourquoi consomme-t-elle moins de sucre en dessous de 30 ou au-dessus de 40, 45? Ça, c'est l'optimum quand elle produit en fait l'acide lactique. C'est l'optimum à 37. Ça, j'ai pas d'explication ultra précise dessus. Entre 30 et 40, 37 étant l'optimum. Ok. Est-ce qu'on peut revoir également le slide sur la sour kettle? Ici, je pense. Je sais pas si c'est quelqu'un qui nous demande ça. Mais je sais pas si c'était exactement ce slide-là. Et quelle est la question à ce sujet? Je ne sais pas si on a une suite pour cette question-là. Je crois que je n'ai plus de son. Je te vois parler, Mickaël, mais je ne t'entends plus. Tu m'entends, Mickaël? Est-ce que tu m'entends maintenant? Je t'entends. Ah, parfait. Désolé. Je ne sais pas d'où est le problème, pas de souci. Pas de souci. Entre-temps, on a eu quelques autres questions. Alors, l'ajout de houblon est par conséquent réduit pour une bière acide pour favoriser le développement de la bactérie. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on réduit la quantité de houblon? Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Il s'agit de choisir ces houblons qui s'adaptent. Est-ce que tu as des conseils pour les types d'houblons qui se marieraient bien avec justement des bières acides? Avec des bières acides, des houblons assez classiques, du Citra, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer aussi? Je sais que du Equanote, c'est pas mal. Moi, j'aime bien travailler avec je suis en train de chercher son nom. Tu dois pouvoir m'aider, Mickaël.
Là, tu viens de donner deux houblon variétés d'origine. qui ne sont pas des variétés Hofsteiner. Euh, je- C'était sans alors, mauvaise intention. c'est- moi- Euh, je perds je sais plus le nom. alors oui, des houblons dans les agrumes type citra, je comprends tout à fait. Après, moi j'aime beaucoup ça aussi avec des houblons très nobles, très traditionnels en fait, Mm-mm. européens. Je crois que, je crois que ça peut y aller. Après, ça va dépendre quel type de bière acide on va rechercher. Est-ce que c'est la nouvelle vague de bière acide ou non? J'enchaîne sur les autres questions. Il y a beaucoup de questions, j'essaye de lire en même temps. Euh, alors, l'acidification du mou nécessite-t-il un gros ajout de houblon ensuite pour les percevoir? Justement, c'est un peu dans le même sens. Et quel type est-ce qu'on doit augmenter justement la dose de houblon pour aller. Alors, là Alors, aussi, ça dépend de la je dirais, variété. ça dépend aussi voilà, de la variété. Après, j'aurais tendance à dire que non, hein. J'aurais tendance à dire que non. D'un retour d'expérience, il n'y a pas spécialement une quantité plus importante qui est introduite sur un dry hopping, par exemple. Voilà, il n'y a pas de différence, de grande différence. Ça dépend après, oui, aussi de la variété utilisée, quoi. Oui, ça va vraiment dépendre de la variété. Il y en a qui, et après de la levure utilisée également, il y en a qui vont se renforcer, il y en a qui vont s'atténuer un peu. Euh, alors, quelle levure est utilisée pour la fermentation en FV? Ah non, ça on l'avait déjà eu. Est-ce qu'il y a toujours un risque d'infection d'équipement avec le kettle souring ou est-ce plus ou moins zéro? Plus ou moins zéro. Il y a toujours un risque, ça c'est sûr. Il y a toujours un risque. Après, ben, ça dépend des méthodes de sanitation. Après, si tout est conforme avec le nettoyage et relativement bien fait, a priori, il n'y a pas de souci. Euh, mais c'est sûr qu'en introduisant des bactéries, il y a quand même toujours un risque qu'elles puissent persister. Donc, il faut adapter après ces méthodes de nettoyage. Et puis peut-être le faire un peu plus fréquemment aussi. C'est sûr que si vous allez acidifier dans le fermenteur, voilà, vous suivez votre protocole assez standard. Je pense qu'il faudra peut-être insister à ce moment-là. Mais a priori, si c'est correctement respecté, non, il y a pas de risque énorme, mais il y a toujours quand même un risque, oui, après. Pour, pour revenir encore sur du houblonnage, tu conseilles un houblonnage uniquement en dry hop ou aussi en deuxième, à l'ébullition, ou cette deuxième ébullition. Bah, la deuxième ébullition, c'est possible. Après, comme on va pas forcément jouer trop sur l'amertume, c'est pas forcément nécessaire. Après, par contre, l'ajout de houblon, et j'en ai parlé, je crois, pour le style des lambics, le houblon qui est bactériostatique, donc il va limiter la croissance des bactéries, il ne va pas forcément les tuer, mais limiter la croissance. Donc, bah, dans le cas où vous faites vieillir votre bière derrière, vous voulez contrôler un peu votre population, euh, rajouter du houblon à l'ébullition, du houblon amérisant, oui, c'est peut-être souhaité. Et après, en dry hopping, derrière, oui, ça, pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Alors oui, alors je vais juste rajouter moi également un point sur les houblons. Alors ça existe aussi les sour IPA, mais effectivement en temps normal ça se marie pas très bien acidité et amertume, mais on arrive à faire des très bonnes choses. Après effectivement c'est au niveau de la garde de ces bières parce que le pH va influencer euh, l'oxydation aussi de certains houblons. Donc, à faire attention avec ça, mais aucun souci au niveau dry hop. Euh, alors, peut-on revoir après nettoyage classique du fermenteur, comment savoir qu'il n'y a plus de bactéries? Et ben là, soit on part sur une analyse microbio, ou après, en partant du principe que c'était correctement nettoyé, sur le prochain brassin, il ne devrait pas y avoir de soucis, quoi. Alors, il existe effectivement des petits kits pour faire des Et prélèvements. des kits de prélèvement, oui, après, à Après, on l'échelle. n'arrive pas à détecter Les quelle seuils de détection sont, contamination.
Voilà, Ouais. aucune infection, mais on peut déjà revoir si. Après, ça va être typique, c'est possible de détecter des grammes positifs, des grammes négatifs, les deux types de bactéries. Tout ce qui est bactéries lactiques, c'est du gramme positif, donc vous pouvez éventuellement voir pour détecter après des grammes positifs sans rentrer dans le détail, et puis ça permettra de voir si c'est des. Généralement, ce sera des bactéries lactiques, quoi. Euh, Moi-même, j'en avais encore une, Alexia. Quelles sont les conditions de stockage de la LP 652? Est-ce que c'est beaucoup plus fragile qu'une levure sèche classique? Ouais, malgré qu'on soit toujours sur un produit sous forme sèche, il est quand même mieux il faut, hein, c'est même pas qu'il. Pour les Mhm. levures, c'est conseillé de les placer au frais, mais à température ambiante, il n'y a pas de souci. Par contre, pour la levure, pour la bactérie, pardon, là, il faut la placer, la stocker au frais. Ouais, au frais, donc entre 0 et 10 degrés, quoi. Et au niveau des temps de conservation? Les temps de conservation, on est sur une DLU aussi de 3 ans. Ok. À moins qu'il y ait encore une question, mais je crois qu'on les a toutes parcourues. On va essayer de rester dans le timing. Euh, Moi, je vous conseille tous aussi l'ouvrage, je ne sais pas si on voit, American Sour Beer. Non, c'est un effet un peu Mhm. ciel avec la caméra. Tu le mets Euh, bien devant toi. voilà. Que je trouve un ouvrage très bien fait à ce sujet. Euh, et qui ne me parle pas uniquement des American Sour Beers, mais qui permet de développer euh, ces, euh, ces types de bières. Voilà, voilà. Je crois que c'était tout. Je te remercie, Alexia, pour cette Merci présentation. à toi. Merci à tous pour avoir participé et puis poser vos questions aussi. Je vois que ça a suscité pas mal d'intérêt. Ça continue encore. Je vois, on va peut-être en choper encore une. Une fois le paquet ouvert, je suppose qu'il faut le refermer dans une boîte étanche pour éviter une propagation dans le frigo, ou tu déconseilles tout simplement de réutiliser. Je pourrais dire comme les levures, une fois que c'est ouvert, on referme bien, on stocke au frais, on conserve maxi une semaine. Mais c'est vrai que sur les bactéries, ouais. Le, le con- pour information, peut-être le conditionnement est de 100 grammes. Hein, Effectivement, oui, c'est vrai que ça n'a pas été précisé. C'est des paquets de 100 grammes avec un dosage à 10 grammes par hectolitre. Donc c'est vrai que vous pouvez encore en avoir. Mais une fois que c'est ouvert, alors comme la levure, c'est bien fermé au frais, euh, mais sans garantie derrière qu'on ait un résultat optimal, du moins autant optimal qu'en sortie de sachet, un paquet neuf. Voilà, je crois qu'on va en rester là. N'hésitez pas à poser encore vos questions par mail, que ce soit Alexia directement ou via Brewpark, on transmettra. Aucun souci là-dessus. N'hésitez pas donc si vous avez encore des questions à ce sujet. Et un tout grand merci, Alexia. On te donne rendez-vous à très Merci à bientôt. toi, Mickaël, et bien à bientôt. Et puis merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.